Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de l'histoire de la chaîne We Are Thunder France, de débrief de matchs de playoff. Comme pour le premier épisode, je suis accompagné par mon acolyte, celui pour qui le pronostic de sweep est toujours vivant. C'est Charles-Élie. Charles-Élie, comment ça va? Ça va super. On sort d'une magnifique victoire. On va débriefer tout ça, mais là, en tant que fan du Thunder, on peut que être heureux, que être serein. Et moi, je commence à être de plus en plus serein pour mon pronostic, on va dire. Je vais pas non plus j'ai pas envie de nous porter l'œil, mais voilà, je suis assez content pour l'instant. Oui, assez satisfait. On va dire que la performance de ce Game 2 est plus satisfaisante que la perf du Game 1. C'est sûr. Il fallait quand même avoir les prédictions bonnes, hein, parce que ça faisait 13 ans, enfin 11 ans que le Thunder n'avait pas gagné ses deux premiers matchs d'une série. C'était en 2013 face aux Rockets au premier tour, sachant que entre le Game 1 et le Game 2, un certain Russell Westbrook n'était plus là, puisque Patrick Beverley avait décidé de lui faire un reach-in au niveau du ménis. Donc c'est quand même beaucoup plus positif ce 2-0 Thunder 2024 que le 2-0 Thunder 2013. Et les deux fois d'ailleurs, le Thunder était first seed. Donc, on va revenir sur ce match 2 face aux Pélicans. Avant de revenir plus en détail sur tout ce qui a été très bien fait du côté de Casey, n'hésitez pas à vous abonner partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, sur Twitch. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, les petits pouces sur YouTube, les petits commentaires. Et puis voilà, on va passer dans ce débrief de ce match 2, remporté 124-92 par OKC. Ce que j'avais tweeté, les Pels ont inscrit autant de points sur le Game 2 que sur le Game 1. Ok, ici on a mis 30 de plus. Résumé très rapide du match. Voilà. Victoire assez maîtrisée d'OKC finalement, avec un premier quart, avec un run de 30-11 dans le premier quart et sur le premier panier du deuxième quart, après le 11-7 de Valanciunas face à OKC. De l'adresse à 3 points, ce qui n'était pas le cas lors du premier match. Des bonnes lectures, ce qui n'était pas forcément le cas du premier match non plus. Petit moment de frisson, on va dire, dans le deuxième quart, avec un run de 16-6 des Pélicans, bien aidé par une zone que le Thunder n'a pas su vraiment attaquer, et bien aidé par le fait d'avoir un axe 1-5 défensivement, Josh Giddey, Jane Williams. OKC qui mène de 13 à la mi-temps, c'était plutôt logique, même si l'écart aurait pu être plus élevé que ça, 63-40. Troisième quart-temps, un petit peu sur un faux rythme, on va dire, avec pas mal de lancers, notamment du côté des Pélicans, avec Ingram qui a trouvé pas mal de rythme. OKC qui s'est accroché grâce notamment à un extraordinaire Shai Alexander, on en parlera juste après. Quatrième quart, c'est le moment où OKC a un peu déroulé, on va dire, notamment avec Jalen Williams qui a marqué 7 points dans ce quart-temps-là. Et puis voilà, écart qui s'est fait assez solidement. OKC qui a bien fait respecter son statut, contrairement au match 1. Charles-Élie, comme pour le match 1, je vais te demander ton ressenti sur ce match 2. Je pense qu'il sera largement plus positif que celui du match 1. Et je pense que tu seras d'accord avec moi si je dis que OKC a fait respecter son statut de first seed et que contrairement au Game 1, on a senti beaucoup moins de pression du côté du Thunder et une vraie opposition entre le seed 1 et le seed 8. Ouais, exactement. Non, mon sentiment rapidement, bah évidemment très très satisfait. Voilà, je l'avais dit dans la preview, j'étais quand même assez serein après ce Game 1 un petit peu quand même stressant où il y avait pas mal de choses à redire en négatif. Mais le Thunder a très très bien réagi. On ne pouvait vraiment pas en demander mieux pour du coup le numéro 1 de l'Ouest. Et comme tu l'as dit, là on a vraiment vu un énorme écart entre le first seed et, euh, et le A-Seed. Donc non, très satisfait, notamment en attaque. Voilà, on va en reparler parce que la défense, il n'y a pas trop de choses à redire par rapport au premier match, vu que c'était déjà très bon au premier match. Mais voilà, on a vu un Thunder qui était en pleine confiance, comme on l'a été toute la saison, avec beaucoup moins de nervosité dans le jeu, excusez-moi. Voilà, beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de pression, on va dire. Je pense que le premier match, on l'a déjà dit, il y avait beaucoup de nervosité parce que c'était le premier match en playoff de cette jeune équipe. Et là, vraiment, comme tu l'as dit, plus d'adresse à 3 points. On a joué le jeu qu'on a joué toute la saison, basé sur nos drives, nos kick-out, nos ISO, notre jeu en transition après ballon perdu. Enfin,
un petit peu détailler ça plus tard, mais non, vraiment très, très satisfait de la performance du Thunder qui ouais, a fait respecter son statut et où tout le monde a répondu présent. Oui, je suis d'accord avec toi. Globalement, moins de pression et ça s'est ressenti. On va dire que le contenu offensif de la première mi-temps du Game 1 et de la première mi-temps du Game 2 sont assez similaires. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être à 5 sur 19 à 3 points, OKC est à 10 sur 18 sur ce Game 2. À la mi-temps, des splits, il me semble que OKC termine le match en 50-50. 90, oui, c'est ça. 59% de tir, 48% à 3 points, 90% au lancer. Donc, c'est des splits qui sont très sérieux. Quand on regarde de l'autre côté, les Pels ne sont qu'à 7 sur 26 à 3 points, avec un Herb Jones qui est un petit peu surnagé. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une performance, c'est quasiment un match parfait, j'ai envie de dire, du côté de OKC, où tu as vraiment tes leaders qui te portent, le jeu collectif qui marche, et finalement, beaucoup de belles choses que tu as vues collectivement et qui ont un petit peu évolué par rapport à ce Game 1. Si on rentre un petit peu dans le détail collectif, je vais me permettre de commencer en évoquant un truc. Tu as parlé du fait que défensivement, pas trop de choses n'avaient évolué par rapport au Game 1. Les rebonds offensifs, pour le coup, ont complètement évolué par rapport au Game 1 parce que on s'était dit finalement, quand on voit le début de match, les Pels prennent 5 rebonds offensifs dans le premier quart. Il y a une séquence de 1 minute 10 où ils en prennent même 4 qui correspond à l'entrée de Larry Nance, donc pas forcément à l'arrivée de Jonas Valanciunas. On se dit la soirée va être longue. Finalement, si on regarde sur le restant du match, les Pels ont pris 3 rebonds offensifs supplémentaires, sachant que dans le tas, il y en a un de JRE, donc c'est dans le garbage time. OKC a été excellent sur la protection du rebond défensif. J'ai trouvé que voilà, déjà, il y avait beaucoup plus de joueurs qui étaient concernés au rebond. On a vu, il y a des situations où Chet venait contester et du coup, c'était Shea qui bataillait avec Valanciunas derrière pour récupérer le ballon. J'ai trouvé voilà, que Chet en lui-même était moins dans le contre pur que dans le positionnement et sur la capacité de prendre des rebonds. Donc, j'ai trouvé cette équipe d'OKC finalement très bonne sur le rebond offensif et qui a très bien su limiter, pas forcément l'impact au cercle des Pélicans, parce que si on regarde leur adresse près du cercle, ils terminent à 14 sur 18. C'est une efficacité qui est très élevée et qui est beaucoup plus élevée que sur le Game 1. Mais par contre, dès qu'il y avait des tirs loupés, notamment à mi-distance, que ce soit d'Ingram ou que ce soit de McCollum, OKC a été très bon pour verrouiller le rebond et pour ensuite profiter de ces opportunités en transition. Donc, pour moi, défensivement, c'est le changement majeur entre le Game 1 et le Game 2, c'est que OKC a réussi à ne pas se faire manger sur les rebonds offensifs, tout en profitant des avantages que procure la construction de cet effectif de l'autre côté du terrain. Oui, je suis totalement d'accord. Quand je disais défense, je pensais plus en termes de placement, etc. Mais oui, clairement, le gros changement, c'est ces rebonds. Voilà, ils en prennent seulement, comme tu l'as dit, 8 offensifs au total, sachant qu'on s'en était pris 18 au match 1. Et tu vois, ils marquent seulement 8 points sur seconde chance, alors qu'ils en marquent, je crois, 24 au premier match. Donc, une grosse différence. Et comme tu l'as dit, voilà, les joueurs beaucoup plus concernés. Mais j'ai aussi trouvé, en revoyant un petit peu nos rebonds, que les joueurs des Pels étaient eux aussi moins concernés par le rebond offensif, tu vois. On a moins vu pendant le premier match, on a vu du Marshall, du Trey Murphy aller au rebond off et mettre des putbacks. Et là, je les ai moins vus, je les ai plus vus dans le repli défensif. Je ne sais pas si c'était une consigne ou si c'est aussi parce que tu es mené de 15-20 points et que tu as, dans le troisième quart-temps, un petit peu moins la motivation d'aller au rebond offensif, je ne sais pas. Mais je les ai aussi trouvés, eux, moins agressifs là-dessus, ce qui nous a, du coup, forcément aidé à être plus performants dans la sécurité du rebond défensif. Je pense que c'est aussi lié au fait que dans le premier quart-temps, ils se font démolir sur le jeu de transition. Et qu'ils ils ont préféré un peu, quitte à réduire au niveau des rebonds offensifs, essayer de freiner un petit peu le jeu en transition d'OKC qui a été très bon. 63e centile sur le jeu en transition de toute la ligue sur toute la saison. 70e centile au niveau des jeux de transition après une perte de balle et après les rebonds défensifs, 54e centile. Donc OKC était du bon côté de la moyenne NBA sur le jeu en transition, et particulièrement dans le premier quart-temps, où on a vu que OKC a pas mal insufflé de rythme, notamment pour sanctionner du Valanciunas ou pour sanctionner parfois le replacement hasardeux de certains Pélicans. Ouais, tout à fait.
Est-ce Tout que à tu fait. as, toi, un petit point tactique à nous soulever ou qui t'a marqué sur ce match? Alors, ça va être à la fois tactique, mais ça va être quand même ciblé sur un joueur. Voilà, je vais parler un petit peu de Chet Holmgren et de cette, on va dire, utilisation de Jonas Valanciunas quand il était sur le terrain. Voilà, on en a beaucoup parlé pendant la preview. On disait que pour ce Game 2, il fallait qu'on appuie sur Chet Holmgren en attaque et qu'on joue sur la faiblesse de Jonas Valanciunas qui est clairement qu'en défense, bah, en termes de mobilité, c'est catastrophique. Et c'est exactement ce qu'on a fait, même si Jonas Valanciunas nous a allumé au premier quart-temps en marquant les 11 premiers points des Pelicans. Et bah, finalement, on lui a complètement rendu l'appareil en étant meilleur avec Chet Holmgren qu'on a beaucoup servi sur les pick and pop. Voilà, il marque directement dans le premier quart-temps 2-3 points. Sur aussi les pick and roll, on l'a vu sur différentes situations de jeu. Donc sur toute la première mi-temps, voilà, il marque 15 points dans le premier quart-temps, 15 points et un total de 20 points dans la deuxième mi-temps. Donc vraiment, il a été beaucoup servi et Jonas Valanciunas était complètement à la rue. Un coup il drop, donc on le sert à 3 points. Un coup ça fait ghost screen et il sait plus où se placer. Un coup, ça va fixer, c'est J-Dub qui fixe Jonas Valanciunas et t'as Chet Holmgren qui est servi baseline. Un coup, il drive sur un close-up de Jonas Valanciunas. Sur son premier pas, t'as Jonas qui est déjà derrière en train de lui courir après. Donc, on a complètement profité des faiblesses de Jonas Valanciunas, ce qu'on n'avait pas du tout fait au premier match et ça a complètement fait la différence sur notre attaque avec beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de tirs ouverts pour Chet qui était du coup complètement en confiance. D'ailleurs, Jonas Valanciunas, suite à cette première mi-temps où il s'est fait manger, n'a joué que 7 minutes dans la deuxième mi-temps. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, bah, comme d'habitude, Willy Green ne lui a pas fait confiance, mais tu as parfaitement raison. On peut aborder mettre les deux pieds dans le plat et aborder le sujet de Chet directement, mais je trouve que Valanciunas, il met les 11 premiers points de son équipe. Il y en a 6 ou 7 qui sont parce que Chet doit contester un joueur des Pels qui drive parce que Giddey se fait déposer sur le premier pas. Alors, il y a quelques situations de post-up, mais là aussi, on a vu que finalement, en deuxième mi-temps, Chet a plutôt très bien défendu les post-ups de Valanciunas. Il me semble qu'il en met un où il met un coup de coude, où il empêche Chet de faire le contest en mettant le bras qui aurait dû être sifflé faute offensive. En première mi-temps, voilà, encore une fois, on a beaucoup joué sur son cardio, on a beaucoup joué sur son manque de mobilité. Je me demande même à quel point en fait les Pels ne devraient pas gagner à remettre Valanciunas sur Giddey, truc qu'ils n'ont pas fait des 2 premiers matchs. À voir si ce sera utilisé du côté des Pélicans. Mais effectivement, si on parle de Chet directement, ça c'est un point que j'avais soulevé quand on avait fait le live notation juste après la fin de la saison régulière, mais c'est sa capacité à être dominé sur le premier match et à ne pas être dominé sur le second. Sur le premier, il fait un match, on en avait parlé, qui était bon, mais qui pouvait largement être meilleur. Là, pour le coup, c'est totalement lui qui met OKC sur les rails. Défensivement, je l'ai trouvé excellent. Beaucoup moins dans le contre, mais dans la dissuasion. Et tu voyais la différence. En même temps, c'est pas du tout les mêmes défenseurs, mais tu voyais la différence lorsque les Pels se retrouvaient à attaquer Jalen ou lorsque les Pels se retrouvaient à attaquer Chet. Et pour moi, il y a en fait, cette première mi-temps, même ce premier quart-temps, c'est le résumé parfait de oui, tu as certaines situations où Chet va être pénalisant en défense parce qu'il va se faire avoir sur des situations de post-up, mais qui ne sont pas des situations qui peuvent énormément embêter le Thunder parce qu'elles ne peuvent pas se répéter tout le temps. Ce sera embêtant si tu viens jouer un pivot serbe qui joue du côté de Denver. Là, oui, ce sera embêtant parce que toutes les actions peuvent démarrer sur ça. Mais de l'autre côté, il t'apporte tellement de par sa polyvalence. Il y a plusieurs actions que j'ai notées, notamment dans le premier quart-temps. Il y a un pick and roll avec J-Dub où McCollum et Valanciunas viennent trapper sur J-Dub. Après, Valanciunas, il décide de ne plus trapper, il décide de drop. Du coup, il y a une passe de J-Dub pour Chet qui était parti popper, sauf que comme Valanciunas est en train de dropper, il pointe à Ingram de sortir sur Chet.
Chet a le temps de prendre son catch and shoot à 3 points. Et même si Ingram était sorti plus tôt, Chet aurait quand même pu servir Lou Dort à 3 points qui était lui aussi grand ouvert. Donc ça déjà, c'est un truc que peu d'intérieurs sont capables de faire, en tout cas que peu d'intérieurs sont capables de faire tout en apportant une défense élite de l'autre côté. Et pour moi, le point névralgique, en tout cas le moment qui résume le mieux le calvaire qu'a subi Valanciunas, c'est les 3 premières minutes du deuxième quart-temps. Il se fait littéralement démolir des deux côtés du terrain. Tu en as parlé justement, cette action, c'est la première action du deuxième quart-temps où tu as Chet qui est dans le corner. Déjà, ça, c'est un truc, j'ai pas le souvenir qu'on l'a beaucoup vu lors du Game 1. Chet est dans le corner, Lou Dort rejoint le côté de Chet, il se retrouve à 45 degrés à gauche. Du coup, Chet fait un ghost screen pour aller en direction du panier. Valanciunas, il ne sait pas trop où il doit se placer, du coup, ça donne un dunk wide open. Et l'action plus tard, c'est un pick and pop, nouvelle trappe sur J-Dub. Ingram, il doit encore sortir. Et là, pour le coup, Chet, il décale Lou Dort à 3 points. Et sur l'action d'après, offensive d'après du Thunder, c'est exactement le même système. C'est pick and pop J-Dub, Chet. Et Chet pourrait servir Gordon Hayward, qui est lui aussi ouvert dans le corner à 3 points, sauf qu'il fait la passe un peu tardivement. Et du coup, Valanciunas a le temps de sortir. Je trouve que vraiment sur ces 2-3 minutes du deuxième quart-temps, on a vu tout ce qu'était capable d'apporter Chet Holmgren à cette attaque du Thunder et tout ce qu'un pivot entre guillemets classique avec beaucoup moins de mobilité n'est pas capable d'apporter. Je pense que c'est en partie sur cette séquence-là que Willie Green décide de sortir Valanciunas et de remettre du Larry Nance. Et après, pour Chet, c'est un peu le moment où ça se calme parce que c'est le moment après ça où New Orleans envoie de la zone et où il prend sa 3e faute qui n'était pas une 3e faute. Et du coup, on ne le revoit plus de la première mi-temps. Mais j'ai trouvé vraiment que sur ces 5 minutes, allez, premier quart-temps, deuxième quart-temps, c'est le meilleur joueur de KC de loin, c'est le meilleur joueur du match. J'ai trouvé exceptionnel. Et même les quelques séquences où il se fait un peu bouger au post-up de Valanciunas m'ont pas dérangé parce que tu avais quelques actions, c'était du pur post-up, et d'autres où il devait combler les trous que laissait Josh Giddey sur la ligne de drive. Ouais, j'ai rien à redire, hein. T'as été complet. Puis, je préfère qu'il prenne quelques post-up de Valanciunas et qu'il fasse ça avec ce rendement offensif parfait, quoi. Il prend un tir de moins que sur le premier match. Et le rendement est beaucoup plus intéressant. Mais ouais, Chet, exceptionnel. Rien à redire. Ouais, mais comme quoi, on en avait parlé lors du Game 1 en disant que l'attaque devait plus passer par lui. En première mi-temps, elle est plus passée par lui. En deuxième, on l'a un peu moins vu. Mais vraiment, ce fin de premier quart-temps, allez, tout le premier quart-temps, début du deuxième quart-temps, avant qu'il prenne sa 3e faute et avant le début de la zone, si l'attaque passait pas par lui, dans le sens où c'était pas lui qui portait la balle, quoique il y a des situations où il prend le rebond défensif et il fait la transition tout seul, ça c'est un truc aussi qui désorganise les défenses. Il me semble que ça donne un 3 points ouvert là aussi. Mais voilà, le match de Chet est quand même assez exceptionnel. Ouais. Parler un petit peu d'un point un peu plus négatif, on va dire, je voudrais parler de la zone, ce qui est un peu le moment où KC a un peu douté, on va dire. C'est le moment où KC n'a pas trop réussi à savoir se dépatouiller de cette zone. Ça vient pour moi d'une raison principale. Déjà, c'est qu'il n'y avait personne en tête de raquette, ce qui est un peu le maillon essentiel pour pouvoir gérer une zone, notamment une zone 2-3. Donc OKC, sur quelques séquences, a fait vraiment le fer à cheval. C'est que ça ressortait, ça faisait tout le tour de l'arceau, enfin ça faisait tout le tour de l'arc de cercle. Donc finalement, on trouvait assez peu de solutions. Il y a Josh Giddey qui rush à 3 points. Il y a une perte de balle de Josh Giddey juste après aussi sur la zone. Voilà, il a fallu quelques belles séquences avec un Giddey pour le coup qui se projetait en direction du panier avec une très belle passe de Jay. Ou alors il a fallu que ce soit Shea qui devienne ce joueur en tête de raquette, puisque c'est un peu Kenrich normalement qui est censé être en tête de raquette et on ne l'a pas vu en mid-garbage time. Donc voilà, sur cette zone-là, j'ai trouvé que OKC s'en sortait pas mal dans le sens où la zone a explosé parce que Shea était dans un énorme soir. Si Shea n'est pas dans un si grand soir, je pense qu'elle dure un peu plus longtemps. Et on n'a pas vraiment trouvé de solution à cette. Non, oui, on s'en sort bien parce que la zone est clairement pas super bonne des Pelicans, on va pas se mentir, hein. Ils ont envoyé ça, ça sortait un petit peu de nulle part, j'ai trouvé, voilà,
c'était pas hyper bien formé et on a quand même galéré là-dessus. Donc, il faudrait pas trop que ça se reproduise. Mais oui, on s'en sort parce que Shea met un tir mid-range absolument exceptionnel. Et après, il est trappé, ce qui libère J-Dub qui, sur 2 drives, va scorer au panier. Et du coup, après, je crois qu'ils arrêtent la zone sur ça. Mais les actions d'avant, c'est sûr que avec Guidi qui fait un peu n'importe quoi et Jaylin qui manque un petit peu de science du placement sur la zone, on va dire. On a eu un peu de complications. Mais si on peut finir sur les points négatifs pour enchaîner, il n'y avait pas grand-chose d'autre, à part, moi je vais parler de Gordon Hayward très rapidement, qui comme pour le Game 1, j'ai pas grand-chose à rajouter, a été une nouvelle fois fantomatique, 10 minutes où on l'a pas vu, ou juste il est ni positif ni négatif, il n'apporte absolument rien, tout simplement. Donc pourquoi le laisser dans la rotation? Je ne sais pas. Voilà. Et sinon, pour revenir un peu sur Jaylin, il a été bon pendant le match 1. Et là, il a eu beaucoup plus de temps de jeu parce que Kenrich est sorti de la rotation. Et Denio a décidé de le mettre en tant que backup de Chet, même si parfois on a joué avec du très small ball avec J-Dub sur quelques minutes en 5. Mais Jaylin a là été beaucoup plus ciblé que lors du Game 1. Notamment sur les écrans, sur McCollum qui s'est pas mal régalé avec Jaylin qui drop et voilà, McCollum qui a marqué un petit peu la plupart de ses points là-dessus finalement, sur des drives où en vitesse il va au cercle, où il met un flotteur à un moment, il met un pull-up à mi-distance, enfin bref, voilà. Donc Jaylin un petit peu moins dedans sur ce coup-là. Et globalement, l'impact du banc, malgré Isaiah Joe qui a été très bon ce coup-là, a été pour moi un petit peu en deçà par rapport aux 5 majeurs, qui a été exceptionnel. Qui a été exceptionnel, sauf si on exclut Josh Giddey. Oui, c'est bon, non, parce voilà. que sur les on est trucs... habitué. Ouais, mais sur les trucs négatifs, Jaylin, je suis complètement d'accord avec toi. Dans une victoire de 32, il arrive quand même à être en -8 de plus-minus, alors que tous les autres sont entre 19 et 30. Il n'y a que Isaiah Joe qui est à 3 et sinon Aaron Wiggins qui est à 2. Donc ça montre que son impact a été largement négatif du côté de Jaylin. Et même en attaque, finalement, il a assez peu pesé, hormis cette belle passe pour Guidi. Il a assez peu pesé. Et Guidi, ouais, revenir rapidement sur lui parce que, en fait, on arrive à une situation où je ne comprends pas ce qu'il apporte par rapport à un Isaiah Joe, ce qu'il apporte par rapport à un Cason. Voilà, c'est que les trois premières possessions défensives, les 3 premiers paniers des Pélicans, il se fait déposer sur le premier pas. Alors oui, il y a quelques situations où il va réussir à mettre des flotteurs parce qu'il se retrouve à être défendu par CJ McCollum et que CJ McCollum, défensivement, pourrait te rendre élite, je ne sais pas moi, une courgette. Donc voilà, il y a quelques séquences où il score, mais sur la zone, je ne l'ai pas trouvé très intéressant. En fait, il était plus visible sur le match 2 que sur le match 1, mais ses défauts étaient plus visibles sur ce match-là que sur le match 1. Donc voilà, je trouve que Isaiah Joe, encore une fois, a été excellent. Je trouve que Cason Wallace a réussi un peu à annihiler la théorie Alvarado et la théorie McCollum, dans le sens où en fait, il est capable de se relayer sur les deux et offensivement, il pose énormément de problèmes aux Pélicans parce que c'est lui qui vient poser les écrans, parfois avec Shea, notamment dans le 4e, et qu'il est suffisamment coriace pour donner un écran de retard ou pour créer une séparation. Donc voilà, je me pose la question. Je sais très bien que Mark Daigneault ne le sortira pas de la rotation, mais quand on fera le podcast de preview de l'intersaison ou stratégie de l'intersaison, il y aura une vraie question à se poser autour de Josh Giddey parce que même là en playoff, même là dans une situation où tu as beaucoup de jeux de transition, où tu n'as pas forcément que des défenseurs élites sur lui, il n'arrive pas forcément à s'exprimer. Et petite dernière pour Gordon Hayward qui effectivement, pour ceux qui auront la ref, est sur un Terence Ferguson taille beat de haute qualité. Un petit truc, moi, que je voulais évoquer avant de passer purement sur l'individuel, c'est quand même défensivement, OKC a été très bon
pour ne pas concéder des rebonds offensifs, OKC a été excellentissime pour provoquer des pertes de balles. Parce que oui, les Pélicans terminent avec 5 rebonds offensifs dans le premier quart-temps, mais ils terminent aussi avec 5 turnovers. Donc, ça s'équilibre un petit peu, on va dire. Non, OKC a quand même provoqué, vous avez vu la stat, certainement la stat passée, 8 fautes offensives sur tout ce Game 2, dont au moins 5 écrans mobiles de Lou Dort. Donc voilà, c'est vraiment OKC a été excellentissime sur ce niveau-là. On se demandait si la capacité du Thunder à provoquer des pertes de balles allait encore être présente en playoff face à des effectifs de plus grosse qualité. Force est de constater que sur ces 2 premiers matchs, elle est encore là et que cette défense, même si elle concède des rebonds offensifs, elle reste élite parce qu'elle provoque des pertes de balles et parce qu'elle défend très fort sur les tirs adverses. Donc voilà, je voulais saluer un petit peu quand même cette prestation offensive où Shea a pris des écrans mobiles, Lou Dort a pris des écrans mobiles, J-Dub a bien vendu les fautes offensives de Ingram, Jalen a pris une charge aussi, tout le monde s'y est mis. Donc très très bon boulot pour OKC pour créer ces turnovers. Ouais, totalement d'accord. C'est vrai qu'on les a bien vendus, on va dire. Il y en a qui sont bien clémentes, mais on va pas s'en plaindre, hein. C'est plutôt les Pelicans et Willie Green qui s'en plaignent. Mais ouais, très, très intéressant dans la provocation de pertes de balles. On a vu ça toute l'année. Voilà, 17 pertes de balles, 22 points sur balles perdues. Et on a notamment été très, très, très agressif quand on était en ultra small ball avec du coup J-Dub en poste 5, entre guillemets, parce que là, l'agressivité sur le porteur de balle et sur les lignes de passe, c'était étouffant. C'était vraiment étouffant et on a récupéré pas mal de ballons sur ces stretches. Mais non, très, très intéressant. De toute façon, en défense, il n'y a rien à redire, même sur les 2 matchs, à part sur le Game 1, les rebonds. Enfin voilà, on encaisse 92 points sur les 2 matchs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, on a été meilleur aussi sur les situations de pick and roll avec Larry Nance, par exemple, où c'était un peu fait ouvrir sur le Game 1. Mais justement, ça peut amener sur le point, c'est que le point Lou Dort. Alors, comment dire Lou Dort. C'est-à-dire que Lou Dort, bon, quand on le voit en saison régulière, bon, vous dites, oui, bon, il défend le meilleur défenseur adverse, mais bon, il y a des soirs où il n'est pas forcément dedans. Quand on avait fait le live notation après la régulière, on avait dit, bon, sur la navigation entre les écrans, bon, c'est pas très bon. Et là, Lou Dort, quand il sent l'odeur des playoffs, il s'est en fait, je vais redevenir le Lou Dort de la bulle. Je vais être un mort de faim sur les écrans. Je ne vais pas quitter Ingram d'un souffle. Et vraiment, déjà sur le Game 1, il avait été excellent sur Ingram. Mais là, sur le Game 2, même les tirs qu'Ingram rentre, c'est des tirs qui sont très difficiles à rentrer et que Ingram rentre de par son talent individuel, son talent de scoreur. Mais le match de Lou Dort, défensivement, c'est du Lou Dort de la bulle. C'est élite. Lou Dort de la bulle. Ouais, Lou Dort. En fait, c'est ça. Genre, plus les saisons passent, plus on est là. Ah, il est un peu moins agressif, il est un peu plus lazy. Mais là, il sent l'odeur du sang. Mais il est infernal. Infernal. On le voit en plus, Ingram, il est dégoûté, quoi. Il y a la photo qui a tourné où il est sur le banc, où t'as Zion qui lui parle, il est dégoûté. Et même si Ingram, il a trouvé un petit peu plus de rythme en soi sur ce match, notamment en deuxième mi-temps, parce qu'il met des tirs super durs. Mais tu vois, c'était sans réelles inquiétudes. Et même Lou Dort, il l'empêche d'avoir la balle. Dès qu'il pose un dribble, il est collé, il n'arrive pas à le passer. Il provoque les passes de Ingram. Et en plus, si on peut parler de l'autre côté du terrain, sur ce match, Lou Dort a été excellent. 15 points, 4 sur 6 de loin. On ne demande rien de plus de Lou Dort. Non, il a été vraiment excellent, tu vois. Sur le match, là, on va dire que c'est Chet ou Shea le MVP, mais Lou Dort, pour moi, mérite presque tout autant parce que peut-être que s'il n'y a pas Lou Dort, Ingram prend feu et là, c'est une toute autre histoire. Et en plus, là, il met dedans, donc il met beaucoup dedans en plus dans le premier quart-temps, ce qui permet de nous lancer directement. Après un Game 1, on n'a rien mis dedans. Donc non, performance exceptionnelle. Et je pense que
Je pense pas qu'Ingram va trouver les solutions sur le Game 3, tu vois. Je pense qu'il va juste le faire chier pendant toute la série. Alors justement, ils ont trouvé un peu de solution en début de deuxième mi-temps, j'ai noté, parce qu'ils lancent 4 fois le même play. C'est McCollum qui est balle en main, avec Herb Jones qui va poser un écran pour Ingram qui est dans le corner à gauche. Et du coup, il remonte en tête de... Enfin, sur la pose d'écran, Ingram, au lieu d'aller cutter vers le panier, il remonte tête de raquette et il prend un fadeaway à mi-distance. Première action de la seconde mi-temps, ça donne les deux lancers où Shea fait la faute et où Ingram lui met le coup de coude dans le menton. Là, pour le coup, il y a un switch de Dort avec Shea. Deuxième action, ils refont la même et là, c'est Dort qui arrive parce que l'aide sur Ingram est meilleure, donc il ressort et Dort arrive à provoquer une faute sur la pose d'écran de Larry Nance. Et troisième action, il me semble qu'il met le panier. Et les trois partent du même côté. Et quatrième action, il relance le même play, toujours avec Herb Jones qui pose l'écran, mais de l'autre côté, ce coup-ci dans le corner à droite. Donc, c'est des situations où les rares situations où les Pels ont essayé un peu de mettre en mouvement Ingram, parce que, ok, Lou Dort fait un match exceptionnel défensivement, mais Ingram est quand même pas aidé par le fait qu'il n'y a rien qui se met autour de lui. Ah, Il y a oui, des oui. situations où il se retrouve à jouer Dort en post-up, en empty ball fixe, c'est de la NFL, mais tout le monde est côté opposé et lui, il est seul à jouer son post-up sur Dort. C'est difficile. Donc, à voir ce qu'ils ont fait. Ingram a même un tout petit peu sanctionné le drop de Chet en début de quatrième quart-temps, où Chet drop un peu trop bas et Ingram pull-up à mi-distance. Mais voilà, c'est des rares actions où on l'a vu se mettre en mouvement. Il a globalement été assez transparent, surtout en première mi-temps, qui était un peu le moment où ça comptait dans le match. Rien à rajouter. Rien à rajouter après sur les plays, comme tu as dit, où ils ont partiellement trouvé quelques solutions pour le mettre en mouvement. Je pense que c'est des trucs qui, de toute façon, vont être analysés par le coaching staff et par Lou Dort et ça va beaucoup moins passer sur la suite de la série, quoi. Oui, je suis d'accord. Passons au MVP, je pense, qui est assez facilement trouvé. On n'en a pas trop. Non, bah, tu sais, on va faire un petit shout-out parce qu'on l'a pas fait dans le Game 1. On a très peu parlé. Un petit shout-out pour J-Dub. J-Dub, quand même. Bien sûr. Il faut en parler. Je te laisse dérouler le tapis rouge pour J-Dub qui a été un peu discret en première mi-temps, s'est révélé en small ball 5 de circonstance avant de mettre un peu le clou sur le match en début de quatrième quart-temps. Ouais, J-Dub, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé du Game 1 pendant le Game 1, alors qu'il fait un match très très bon, très correct. Là, c'est pareil sur ce match. Il a fait un petit peu de tout, il a scoré, il a aussi joué en tant que playmaker, ce qu'il a un peu fait toute la saison. J'ai trouvé intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le deuxième quart-temps, quand il a vraiment il a très bien profité des espaces libres libérés par les prises à deux des Pelicans sur Shea. Voilà, il y a 2 drives d'affilée où Shea réussit à lui donner la balle et il attaque directement le cercle et ça fait 2 points. Ensuite, comme tu l'as dit, pendant le troisième quart-temps, on l'a vu sur ces séquences de small ball où déjà en défense, il a été très agressif. Tu l'as dit, il a provoqué des fautes offensives. Et en attaque, on l'a aussi vu. On l'a vu beaucoup moins tenter de 3 points, j'ai trouvé. Il a beaucoup plus été dans le drive et dans la provocation. Et dans le quatrième quart-temps, je crois que tout à l'heure, il t'a dit qu'il marquait 7 points. Je crois qu'il en marque 9. Il en marque 9, c'est ça, oui, tu as raison. Il en marque 9. Voilà. Il en marque 9 directement. Voilà, c'est le J-Dub quatrième quart-temps, comme on l'a souvent vu cette saison, où il a un petit peu cloué l'affaire. Donc non, très, très bon J-Dub. Troisième meilleur joueur du match, troisième meilleur joueur de la série, on peut dire, ou deuxième, à vous de voir, sur ce 2-0. Mais non, très, très, très bon, rien à redire sur J-Dub. Oui, non, peut-être, oui. Bon. Toujours est-il qu'après 2 matchs, OKC possède les 3 meilleurs joueurs de la série. Oui, voilà, Ce qui est quand même assez. le deuxième ou le troisième, quoi.
Enfin, vous classez entre le deuxième et le troisième parce que le premier, c'est chez Alexander. Ah, C'est-à-dire qu'après avoir fait tourner le Game One dans les dernières secondes, alors qu'il aurait pu le faire tourner dans l'autre sens, mais on va dire qu'il a ramené l'équilibre du bon côté. Il nous a sorti déjà son carrière high en playoff, 33 points. Et franchement, c'est son meilleur match depuis longtemps, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire que, ouais, il y a des matchs, il y a 40 points contre Sacramento. Oui, ok, mais en fait, j'essaye de me remémorer. Alors oui, il y a l'efficacité, 13 sur 19 au tir, 3 sur 5 à 3 points. C'est peut-être d'avoir remercié Dieu pour avoir rentré son premier 3 points en 17 tentatives qui a fait que cette efficacité a été présente tout au long de la soirée. Mais moi, au-delà de l'efficacité pure, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Charlie, mais c'est vraiment le contrôle sur le tempo du match qui, moi, m'a bluffé complètement. C'est-à-dire que on sait parfois, premier quart, il trottine un peu. Fin de premier quart, quand il y a le banc, il décide de s'activer. Deuxième quart, quand il revient, il trottine un peu. Retour de mi-temps, il trottine un peu aussi. En gros, il s'active quasiment que quand il y a le banc. Là, pour le coup, quand il fallait faire péter la zone, c'était lui. Quand il fallait mettre le coup d'accélérateur dans le troisième quart, quand les autres n'arrivaient pas trop à scorer, c'était lui aussi. À un moment, il met 10 points de suite pour OKC. Et j'ai trouvé, on avait parlé de son manque de lecture lors du Game 1. J'ai trouvé que là, sur la gestion des trappes, sur la gestion des double teams, il était beaucoup plus rapide dans sa prise de décision. Finalement, ça crée beaucoup plus de décalage. Donc, l'efficacité pure, je reviendrai après pourquoi il était aussi efficace pour une raison tactique que je ne comprends pas du côté des Pélicans. Mais le match de on est là sur un joueur où tu te dis, oui, ça vaut le coup que Chet prenne le micro pour dire c'est le MVP, l'intervention un petit peu gênante du cousin, mais bon, voilà, c'est toujours un peu rigolo. Mais là, tu comprends que c'est le genre de joueur qui peut te faire gagner une série, ce que les Pélicans n'ont pas de leur côté, surtout en l'absence de Zion. Ouais, il a été très complet, je suis complètement d'accord. C'est son meilleur match de la saison, parce que déjà c'est en playoff, donc forcément tu gagnes des points là-dessus. Et comme tu l'as dit, sur le tempo du match, en fait, d'habitude c'est fin de premier quart-temps et tout le troisième quart-temps où il va marquer ses points, il va aller à sa barre de base des 30 points. Là, premier quart-temps, 7 points, deuxième quart-temps, 9 points. Troisième quart-temps, 12 points. Et quatrième quart-temps, 9 points. Donc, autant vous dire que sur tout le match, on l'a vu, ça a été très bien réparti. Et il n'y a pas un moment où il y a eu un gros trou, comme on l'a pu le voir dans le Game 1, dans le quatrième quart-temps, dans le début de Money Time. Non, là, il a juste été présent tout le long. Comme tu l'as dit, en termes de playmaking, surtout en début de match, on l'a dit, il fallait jouer sur Chet. Il l'a servi quand il fallait le servir. Il y a un moment où il sert Dort sur une super passe à terre dans la raquette où Dort parvient pas à finir, il se fait foul, qui est super. Comme tu l'as dit, l'adresse à 3 points revient, 3 sur 5, donc forcément ça fait du bien. Sur ces 33 points, il y a seulement 4 lancers francs et il y en a 2 qui sont des techniques. Donc au final, il y a seulement 2 lancers, il a provoqué qu'une seule faute. Donc tous ceux qui disent free throw merchants, voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Les gens n'écoutent pas les débriefs. Et tu vas revenir dessus, mais voilà, je vais un petit peu commencer dessus. Il y a eu énormément de switch laissés par les Pels qui ont permis à Shai de prendre 5 contre 1 quand il le fallait, parce que c'est aussi ça, c'est énormément d'intelligence. Il marque uniquement un panier sur Jones et il prend que 2 tirs sur Jones. Le reste, c'est tous des autres joueurs. Donc c'est soit sur une provocation de switch, souvent avec Lou Dort d'ailleurs, parce qu'il était souvent défendu par CJ McCollum, par Alvarado, et un écran de Lou Dort, souvent, vu comment il est tanké, c'est assez balèze, et du coup, tu vas souvent forcer un switch. Et parfois, c'était sur des récupérations de balles, soit des paniers manqués, soit même parfois des paniers encaissés, ou comme OKC l'a toujours fait, on joue avec une grosse pace. Donc, on arrive en attaque et les Pels n'ont même pas eu le temps de se replacer. Donc, c'est soit un Trey Murphy, soit un Ingram, soit un McCollum, soit un Marshall qui va être sur Shai. Et à chaque fois que c'était pas Jones sur Shai, il va jouer son 1 contre 1 et il va punir. C'est de l'intelligence et c'est la preuve que c'est
un joueur élite et la preuve que c'est de loin, de très très loin, le meilleur joueur de la série et le joueur qui t'a emmené first seed et un joueur top 3 MVP qui là a fait une performance calibre MVP complet. Oui, bah, comme tu l'as dit, y a pas. En fait, c'est sur ce genre de match où tu te rends compte que tu mets n'importe quel défenseur qui n'est pas élite sur lui, il te sanctionne. Et que là, pour le coup, c'était de la sanction pure. Et c'est même au niveau du playmaking, il y a quelques situations où vous vous dites, si vous n'avez pas vu le match, vous vous dites, il termine à 5 passes. Bon, ok. Mais il y a des situations, comme tu l'as dit, il y a une belle passe où il est trappé sur un mid-range de Lou Dort qui ne tombe pas dedans. Il y a une superbe passe pour Isaiah Joe dans le corner au buzzer du troisième quart-temps où il est blitzé et kick out sur Isaiah Joe. Joe prend son tir après le buzzer, il ne met pas dedans de toute façon. Et la passe, c'est superbe. Et puis pourquoi Shea met 33 points, 13 sur 19 au tir? Parce que les Pels ont switché sur quasiment tout. Je suis allé vous faire le petit comptage, comptabilisation du nombre de fois où. Merci Constant pour ça. Merci pour ça. Non, c'est moi qui trouve des stats débiles, mais sur toutes les situations où Shea porte la balle et où Herb Jones défend, je suis allé vous recenser le nombre de fois où les Pels trappent, où les Pels switch, où les Pels refusent le switch. Et en gros, il y a 4 situations de trappe, sachant que sur ces 4 situations, il y a un 3 points de Lou Dort, il y a le alley-oop pour Chet qui donne de lancer, et les 2 autres, j'ai oublié. Il y a 3 situations où ça refuse le switch, donc où Herb Jones passe sous l'écran, et il y a 9 situations où ça switch. C'est-à-dire que les Pels ont plus switché que trappé et refusé le switch sur toutes les situations. Et on est même arrivé au point où, d'ailleurs, tu as bien fait de le mentionner, parce que j'avais oublié, et Pierre aussi en avait parlé dans la conf, Lou Dort en tant que poseur d'écran, ça a été très utilisé sur ce Game 2, notamment en première mi-temps. Et en fait, on est arrivé au point où OKC s'est rendu compte que comme les Pels switchaient sur absolument tout avec Shea, il y a des situations où c'était Lou Dort qui remontait la balle et du coup Shea qui recevait un écran en tant que non-porteur et du coup switch automatique, il recevait la balle, il jouait son vis-à-vis et marquait 2 points. Donc au-delà du shot-making, il a quand même été aidé par les schémas défensifs des Pels que j'ai pas trop compris. Pour le coup, je comprends pas pourquoi vouloir switcher surtout. Il y a même des situations où quand il joue de la zone, Herb Jones, il défend loin de Shea. Et même si jamais tu veux switcher pour pouvoir apporter de l'aide d'Herb Jones, pourquoi pas? Mais en fait, il venait jamais vraiment aider sur les drives. Donc voilà, j'ai pas trop compris. Je pense que ce sera pas mal corrigé du côté de Willie Green sur le Game 3. Toujours est-il que sur ce match, Shea a été grandissime. Ouais, rien à rajouter. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'on a déjà fait le tour là sur ces 42 minutes. C'est déjà bien. On a tout cité. Je voudrais quand même en caser une petite pour JRE qui se fait contrer par Chet. Vraiment l'impression de voir ce même, vous savez, le même de Cars 3. Là, vous avez Flash McQueen qui se fait dépasser par la voiture plus rapide, plus jeune. C'est l'ancienne génération de jeunes du Thunder qui se fait contrer par la nouvelle génération, un poil meilleur. Non, mais voilà, OKC revient à 2-0. OKC a fait le job, très honnêtement, en prenant les 2 matchs à domicile. Maintenant, le job, ce sera d'en prendre au moins un du côté du Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans. Oui, pourquoi pas 2 pour ton pronostic. Petit, je ne vais pas te demander les ajustements. Je vais pas te demander les ajustements pour le Game 3 parce que sur ce Game 2, ça a été parfait, mais un petit peu ton niveau de confiance sur la capacité du Thunder à prendre au moins un des 2 matchs au Smoothie King Center et du coup pour avoir l'occasion de revenir à OKC pour plier la série. Oh bah pour en prendre au moins un, je suis complètement confiant. Là, la performance du coup de cette nuit, enfin d'hier, je sais pas comment vous le dire, mais cette nuit, voilà, cette nuit, ça a été vraiment très très rassurant. On a vu que voilà, les problèmes qu'on a eu lors du Game 1 ont totalement été résolus. Et si on venait à avoir de nouveaux problèmes au Game 3, ce qui pourrait être possible, mais en fait, je vois vraiment mal je vois pas ce que les Pelicans peuvent faire. En fait. Enfin, ils peuvent essayer quelques trucs en défense, quelques trucs en attaque, mais je pense qu'on est clairement au-dessus. Donc, pour moi, ouais, en prendre un, c'est sûr qu'on en prend un. Et moi, je pense qu'on peut largement en prendre 2 et finir l'affaire là-bas. Ouais.
Écoutez bien quand je devrais présenter le débrief de la défaite au Game 3 avec Tom et que Charlie ne sera pas là pour justifier son truc. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur le Game 3, ils vont forcément tenter la solution Valanciunas en roamer sur Guidi. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas Et de été la zone. utilisé Et de la de la zone. zone. Et de la zone, bien sûr. Peut-être un peu moins switché aussi parce qu'en soi, si tu arrives avec un écran de retard, tu sais très bien que les joueurs d'OKC vont pas pull-up en sortie d'écran à 9 mètres. Donc, bon, voilà, je pense que c'est les petits ajustements. Mais sinon, non, en dehors de ça, je suis assez confiant. Surtout que les Pels ne sont pas forcément une bonne équipe à domicile. C'était la meilleur bilan à l'extérieur de toute la NBA à égalité avec les C'est Celtics vrai. cette saison. Et je pense que, pour le coup, on en avait parlé en off. Je pense que la victoire au Game 1, c'était le match qu'il fallait remporter pour enlever de la pression et du coup pour commencer à vraiment jouer le Thunder Basketball. C'est-à-dire que c'était un match qui était nécessaire pour cette nouvelle génération de galérer un petit peu, manque de rythme aussi par rapport aux Pélicans, et que là on a vraiment vu la différence d'écart et le Thunder qu'on a vu tout au long de ces 82 matchs de régulier. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais comparé un petit peu cette série à la série Bucks Heat de 2021, où les Bucks gagnent 4-0 avec un match 1 hyper serré, hyper tendu, hyper comment dire, dans la physicalité, dans la dureté, très défensif, avec ce buzzer beater de Middleton. Et après, tu as les Bucks qui déroulent. Je vois je vois un petit peu ça comme ça. Comme tu l'as dit, on avait besoin du premier match pour un petit peu se mettre dans le bain des playoffs. Et là, ce Game 2, on voit que la pression est redescendue. On a d'ailleurs vu beaucoup moins de pertes de balles stupides comme on l'a vu au Game 1 dont on avait parlé. On n'a plus vu ça. C'était beaucoup plus libre, beaucoup plus posé. Donc je pense que ça va dérouler. Je pense que ça va dérouler, pardon. Ouais, c'est possible. De toute façon, hein, encore une fois, hein, c'est ce qu'on dit. Quand t'as beau être une équipe qui prend pas de rebond offensif, quand tu es dans le 98e centile, au 97e centile à l'EFG, et quand tu es dans le 86e centile au niveau des turnover pourcentage, t'as pas besoin d'être une très bonne équipe au niveau du rebond offensif. Et quand tu es dans le 93e centile au niveau des pertes de balles et que tu es dans le 78e centile au niveau de l'EFG adverse, t'as pas tant besoin que ça d'être une énorme équipe au rebond défensif. Donc on va arrêter là. On a été un peu plus court que le Game 2. Il n'y a pas de questions des tweetos parce qu'on enregistre 3 heures après la fin du match. Donc voilà, les questions des tweetos reviendront pour le match 3. Match 3 qui aura lieu dans la nuit de samedi tout court puisque c'est à 21h30. Samedi soir. Samedi soir. Samedi 21h30, tout à fait. Horaire pas forcément très favorable au Thunder cette saison. Les matchs à 21h30, mais au moins un match horaire européen. Ce qui changera des matchs à 3h30. Et puis voilà, on sera là. On sera certainement le débrief dimanche, probablement avec Tom. Le débrief de ce match 3. Peut-être qu'OKC prendra un lead de 3-0. Peut-être que la série reviendra à 2-1 et du coup, on jouera un match 4 un peu sous haute tension. En attendant, d'ici là, abonnez-vous partout, encore une fois, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch. Les 5 étoiles, les petits pouces, les petits commentaires, parce que vous savez que l'algo YouTube, il aime bien les pouces, il aime bien les commentaires. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. On se retrouve dimanche pour le débrief du match 3. D'ici là, bon playoff. Il y a des bonnes petites séries là qui se déroulent du côté de Dallas. On surveille un petit peu ce qui se passe du côté de Dallas, parce que ça peut être intéressant pour OKC. Une série bien longue, une série en 7, là, on ne serait pas contre. Et puis voilà, profitez des playoffs. On se retrouve dimanche pour le match 3. Et puis, salut! Salut tout le monde!